L'idée, c'est de faire un petit focus sur les enjeux qu'emporte, les conséquences que qu'emporte déjà le Grand Paris en matière d'énergie. C'est des enjeux tout à fait stratégiques, parfois méconnus, avec le croisement d'un accroissement assez colossal de la consommation envisagée. Vous allez nous l'expliquer mieux que moi pourquoi. Croisé avec les impératifs du Grenelle de l'environnement, pour faire court. Donc voilà, Jean-Louis Muscagori, quels sont les enjeux pour une entreprise telle que la vôtre? Moi, je crois que vous avez bien fait de nous inviter, Jacques, parce que ces enjeux, ce sont ceux de la réussite des projets qu'on a pu voir ce matin. Qu'on parle de région capitale ou de ville-monde, la soutenabilité énergétique et la soutenabilité électrique sont une condition de la réussite et des économies sous-jacentes. Donc il faut se souvenir que l'Île-de-France, et encore plus le Grand Paris, finalement, est soutenu par une solidarité des autres régions, puisque, si je prends les chiffres de l'énergie électrique consommée sur le Grand Paris, plus de 95% de cette énergie est acheminée via le réseau de transport, via les autoroutes dont vous parliez, pour assurer cette soutenabilité. Donc le premier enjeu, c'est d'assurer une qualité d'alimentation exigée par les projets qu'on a vus ce matin. J'écoutais avec attention ce qui était dit sur le quartier des Groux. On a inauguré il y a peu de temps le poste électrique qui alimentera ce nouveau quartier, qui est à Nanterre, le poste de la Boule. Ce sont les nouveaux objets de la transition énergétique en Île-de-France. Donc le premier enjeu, c'est une soutenabilité électrique répondant aux attentes des différents projets. Le deuxième enjeu, c'est que cette soutenabilité, elle s'inscrit, vous l'avez dit, la COP21, la transition énergétique, et donc le mix énergétique qui va finalement alimenter ces nouveaux projets, on va le chercher là où la transition énergétique se construit et la décarbonisation du mix énergétique français. Donc pour nous, ça veut dire assurer des capacités de transit entre Champagne-Ardenne, les Hauts-de-France, la Normandie, pour aller chercher les mégawatts nécessaires autour des énergies éoliennes terrestres, si je pense au Grand Est ou aux Hauts-de-France, ou des énergies issues de la mer pour la Normandie. Ça, c'est la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et finalement, la transition énergétique, elle va accroître ces phénomènes parce que si je reste sur le périmètre de l'Île-de-France ou du Grand Paris, on va assister à la fermeture des moyens de production thermique classiques. Et donc, cette dépendance, elle va s'accroître. Donc, finalement, les enjeux de solidarité interrégionale portés par les réseaux qui sont aujourd'hui présents, finalement, s'accroissent avec la transition énergétique, mais aussi avec les projets qu'on alimente eux-mêmes. Si j'essaye, et on a fait cet exercice avec Jean-Luc, de traduire en besoins tous ces projets qui sont aujourd'hui sur la table, dont vous avez parlé ce matin dans les différentes tables rondes. Eh bien, il y a 1 million de logements, il y a 1 million d'habitants, il y a 1 million de véhicules électriques, il y a 500 000 m² de data centers, il y a 200 km d'infrastructures de transport public ferré. Tout ça, finalement, accroît l'importance de la soutenabilité électrique, puisque ce qui réunit les projets qu'on a vus ce matin, c'est qu'ils sont tous, finalement, alimentés par l'électricité. Donc ça nous rappelle aussi l'importance de cette énergie dans le développement économique du Grand Paris. Et donc on a fait cet exercice pour voir quels étaient les besoins supplémentaires. Ces besoins supplémentaires, on les chiffre aujourd'hui, si on prend l'effet foisonnement du réseau, à près de 2400 MW. C'est-à-dire, en équivalent centrale nucléaire, on est à près de 3 centrales nucléaires pour alimenter les nouveaux besoins du Grand Paris. Et ça équivaut à un doublement, non? C'est à peu près ça, ou un peu moins qu'un doublement de la consommation actuelle dans les 30 dernières années? Donc ça correspond à peu près à la consommation d'une ville comme Paris. Voilà, si vous voulez avoir finalement quelques éléments de référence. Et il faut savoir que je parle en prenant en compte les politiques publiques en matière d'efficacité énergétique, qui aujourd'hui finalement produisent des effets. Cette efficacité, on la chiffre à plus de 1000 MW. Donc on voit que on a, avec le Grand Paris, de nouveaux besoins
qui finalement sont réduits par une politique publique en matière d'efficacité énergétique qui donne des effets. Hein. Donc aujourd'hui, quand on regarde finalement les appareils électroménagers, c'est un exemple. Ces appareils électroménagers, entre la petite étiquette orange et la petite étiquette verte, c'est 4 fois moins de consommation. Quand on voit les équipements, parce qu'on parle aussi des nouveaux besoins liés à la nouvelle économie, au développement des tablettes, une tablette, ça consomme 100 fois moins qu'un ordinateur fixe. Donc cette efficacité énergétique, elle est mesurable. C'est près de 1000 MW d'économie, mais malgré cette efficacité, eh bien, il va falloir acheminer vers le Grand Paris 2400 MW pour assurer la réussite des projets. Donc oui, c'est un enjeu pour les gestionnaires de réseau et pour donc RTE et Enedis, mais aussi c'est un enjeu plus global de réussite de ces projets. Et quand on parle de vie de monde, je pense qu'on n'imagine pas le blackout. Et donc, comme il est inimaginable, eh bien, il faut travailler à ce que les choses se passent bien. D'autant que vous me le disiez, plus on souhaite que l'énergie soit durable, y compris électrique, et plus il faut interconnecter notamment les régions, mais aussi les pays, pour aller chercher l'électricité là où elle est au meilleur moment. Y compris en Écosse ou je ne sais où, assez loin de chez nous. On va très loin, Jacques, mais c'est vrai que voilà, moi je suis délégué RTE pour l'Île-de-France, mais aussi pour la Normandie. Et donc, finalement, voilà, je me projette sur la vallée de la Seine et ça nous rappelle, finalement, quelle est la maille de réflexion sur la transition énergétique en France et en Europe. J'ai parlé des énergies marines renouvelables. Aujourd'hui, on a plus de 1500 MW en Normandie d'éolien offshore en projet. Et c'est une partie de la réponse des 2400 MW dont je parlais. Mais il y a aussi, finalement, la projection du réseau au-delà des frontières. On a mis en service, il y a quelques mois, une nouvelle interconnexion avec l'Espagne. Là aussi, on parle de transition énergétique, puisqu'il s'agit de faire foisonner le photovoltaïque espagnol avec des profils de consommation en France. On développe 2 interconnexions en partant de la Normandie vers la Grande-Bretagne, et ça, malgré le Brexit. C'est aussi finalement la traduction que on a dans tout ce que nous avons à traiter une complexité, c'est celle de l'intermittence. Le mix énergétique du Grand Paris, il est pour l'essentiel décarboné. Il y a du photovoltaïque, mais hélas, ça ne produit pas la nuit. On a de la bioénergie avec le traitement des déchets ménagers. Et donc, ces questions qui sont posées aux gestionnaires de réseau, parce qu'à tout instant, il faut qu'il y ait un équilibre instantané entre la production et la consommation. Eh bien, il faut aller développer le champ de mutualisation au-delà du Grand Paris, au-delà de l'Île-de-France, avec la solidarité des différentes régions, mais aussi avec les pays voisins, puisque je parlais de l'éolien offshore. Eh bien, il faut savoir que les régimes de vent qui existent entre l'Irlande et la Grande-Bretagne sont complémentaires des régimes de vent au large de la Normandie. Et finalement, avec cet effet de mutualisation, on va amortir l'intermittence et permettre de résoudre techniquement les questions qui sont posées. Merci beaucoup. Jean-Luc Achard, peut-être pouvez-vous nous compléter ce tableau sur l'augmentation des besoins, et puis dans un second temps, on évoquera comment vous y répondez, quels outils, notamment en termes d'open data, vous mettez en œuvre, y compris dans le cadre de la ville intelligente. Mais sur le constat, j'imagine que bon, c'est le même. Vous vous succédez dans la chaîne, donc hein, c'est bien ça, j'ai bien compris. Ça marche. Oui, par contre, votre micro, je suis pas sûr qu'il marche. Voilà, désolé. Peut-être qu'il suffit peut-être d'appuyer, mais enfin, allez-y. Oui, ça marche. Alors j'ai quelques transparents. Si ça, aussi, normalement, ça marche. Tac. Là. Voilà. Alors. Magnifique. Bon, simplement pour dire que, Jacques, vous l'avez dit, donc nous venons de changer de nom, donc vous ne parlerez plus maintenant de RDF, vous parlerez d'Enedis. Voilà, je voulais simplement imprimer là, dans cette assemblée notre nouveau nom. Alors, c'était un souhait de la Commission de régulation de l'énergie, mais au-delà du souhait, je pense que c'est aussi une formidable opportunité pour Enedis de s'inscrire justement dans ce que vient de dire Jean-Louis, la transition
énergétique, mais également on vit dans un monde de plus en plus connecté avec du numérique, et je pense que d'une certaine manière Enedis veut traduire l'ambition de notre entreprise dans ce nouveau monde sur lequel on souhaite être pleinement acteur. Alors, simplement quelques éléments là pour compléter ce que vient de dire Jean-Louis. Donc c'est le réseau de Jean-Louis là qui est là, affiché sur la carte principalement. Voilà. Donc, Jacques, vous l'avez dit, donc Jean-Louis, il est sur les autoroutes, et Enedis, c'est plutôt les nationales, les départementales, les chemins communaux. Enfin voilà, donc c'est tout ce qui fait la distribution de l'électron dans le monde diffus, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, en moyenne tension, c'est-à-dire 20 000 volts, et en basse tension, c'est-à-dire 230 volts ou 400 volts chez le client particulier. Alors, simplement également pour exprimer que sur la deuxième carte, notre organisation, donc nous avons 3 tours de contrôle sur le territoire francilien qui permettent de gérer, comme une tour de contrôle d'aéroport, le flux des électrons, et qui nous permet d'avoir à la fois et des automatismes et des interventions spécifiques. Donc 3 tours de contrôle pour 6 300 000 consommateurs sur le réseau francilien, et donc plus de 80 000 km de réseau, principalement enterrés, et donc avec un souci particulier, c'est de travailler à la fois dans le temps long, donc à la fois préparer l'avenir, je vais en dire 2 mots, mais également dans le temps court, c'est-à-dire la résilience du réseau et la qualité de fourniture au consommateur final. Pour dire également que nous sommes connectés sur l'ensemble des développements territoriaux. Donc là, deux cartes simplement pour exprimer de quelle manière également nous avons construit l'avenir. Nous regardons attentivement ce qui se passe sur le territoire francilien, nous regardons les projets, nous avons travaillé avec les parties prenantes. Comme l'a dit Jean-Louis, nous avons en 2012 travaillé sur un plan de soutenabilité électrique du Grand Paris qui va au-delà du territoire métropolitain. On est bien sur la région francilienne, et qui nous a permis de nous projeter à la fois sur des objets et sur des territoires qui embarquent à la fois des consommations supplémentaires, mais également des projets qui ont une nature éco-projet sur des éco-quartiers, donc à la fois pour distribuer des grands volumes d'énergie, mais également des volumes d'énergie spécifiques dans lesquels, on le voit bien, vont s'organiser sur les territoires des éco-quartiers énergétiques sur lesquels il faut également que nous soyons présents. Alors tout ça pour traduire le fait que globalement, Jean-Louis a évoqué le chiffre de 2400. Finalement, nous, côté Enedis, on évoque plutôt le chiffre de 4000 MW, parce que en fait, quand vous alimentez par exemple un data center, vous devez lui amener 2 alimentations. Une alimentation dite de travail pour le quotidien, mais également une alimentation de secours. Ce qui fait qu'en fait, nos investissements sont plus importants que la véritable demande telle que vient de l'exprimer Jean-Louis. Je voulais juste faire un petit point de pédagogie là-dessus, parce que c'est important à comprendre que notre objectif, c'est bien la résilience du réseau, et un point A peut être, un consommateur peut être alimenté d'un point A ou d'un point B. Donc nous avons par exemple des très grands projets en cours, ça a été évoqué ce matin avec le Grand Paris Express. Le Grand Paris Express, c'est globalement 500 MW supplémentaires, sachant que ces 500 MW, il va falloir les sécuriser, et donc pour sécuriser cette alimentation, on va les alimenter à partir de 2 sources différentes, de manière à être sûr qu'en permanence, il y ait cette continuité de fourniture. Alors dans les grands objets, ça a été évoqué le métro du Grand Paris, il y a également la mobilité électrique, donc c'est un sujet important pour nous. À l'horizon 2025, nous aurons à peu près 3500 bus électriques, les 2500 de la RATP plus les 1000 d'autres opérateurs. Il y aura également toute la partie véhicules électriques, ça a été évoqué, le 1 million de véhicules électriques qu'il faudra alimenter, à la fois sur la voie publique mais également dans l'espace privé. Également côté résidentiel, l'industrie tertiaire, ça a été évoqué ce matin, et puis les data centers qui sont un objet très particulier. Et puis vous avez là une carte qui représente qu'on va devoir investir en termes d'infrastructures dans les différentes zones, sachant que dans les bulles là, qui sont sur la carte de gauche, c'est les grandes zones avec des très très forts développements. Les chiffres, 150, 100, ce sont des mégawatts. Ah, des mégawatts. Des mégawatts. C'est pas des millions d'euros que vous devez investir dans chaque... Non, alors des millions d'euros, voilà, globalement, Enedis investit à peu près 450 millions d'euros par an. Donc si vous vous projetez sur les 15 ans, ça fait plus de 6 milliards d'euros qui vont être investis dans le réseau parisien pour à la fois assurer sa fiabilité, le côté résilient que j'évoquais tout à l'heure, mais également l'aspect prospective pour tenir compte de toutes ces nouvelles consommations.
où vous aurez un double mouvement finalement des consommations nouvelles, incarnées par exemple par le Grand Paris, incarnées par des nouveaux logements, incarnées par les data centers, mais également, comme l'a évoqué Jean-Louis, des zones dans lesquelles les consommations peuvent être amenées à diminuer, compte tenu du fait qu'il n'y a plus beaucoup de développement, mais les réseaux sont là. Et donc, on estime aussi à peu près 1000 MW, je dirais, les besoins qui vont être en baisse par rapport aux économies futures qui vont être réalisées par les consommateurs. 450 millions d'euros par an sur l'Île-de-France, c'est ça les besoins d'investissement Oui, plus l'investissement Linky que je n'ai pas évoqué, mais qu'on peut en parler évoquer, qui va représenter globalement un petit milliard d'euros entre maintenant et 2021 sur la région francilienne. Chez vous et chez RTE, pour ce qui est des régions dont vous avez la charge, c'est quel type d'exigence d'investissement ? Alors si je me concentre sur les besoins liés à ce Grand Paris en construction, on a en Île-de-France, mais aussi dans les régions voisines, puisque je l'ai dit, les investissements pour le Grand Paris, ils visent aussi à permettre d'aller chercher l'électricité là où elle est produite. On est à près de 190 millions d'euros par an sur les infrastructures de transport, que ce soit des ouvrages, mais aussi tous les éléments d'intelligence et de systèmes d'information nécessaires pour piloter tout ça. Je crois qu'une des innovations que vous portez chacun à votre manière, c'est aussi dans les outils, dans l'open data. Vous parliez de Linky, mais vous venez de mettre, depuis quelques temps, plusieurs françaises et puis grand parisiennes. Vous pouvez nous en dire un mot, à quoi elles servent, pourquoi vous faites ça ? C'est écrit, peut-être pour tout comprendre des projets du Grand Paris, eh bien, on s'est posé la question, mais on l'a fait avec le président Ollier à l'occasion de la création de la métropole. Il s'agissait pour nous de donner à voir la transition énergétique, les paramètres, comprendre la transition énergétique et donner à chacun d'entre nous la possibilité de se représenter les choses. C'est pour ça que dans le cadre de ce qu'on appelle éco-mixte, c'est-à-dire l'horloge énergétique de la transition énergétique qui existait aux mailles nationales et régionales, on a mis en service il y a peu, je crois à l'occasion du Salon des maires d'Île-de-France, une application qui permet à chacun de connaître en temps réel la consommation du Grand Paris. Je regardais avant de monter sur scène, nous étions à 4480 mégawatts de consommation à 12h30. On sent que les écoles ont fermé, ça baisse un petit peu ou... Et voilà. Et puis une production sur le territoire du Grand Paris de 72 mégawatts. Donc voilà, ça nous rappelle que cette solidarité apportée par les réseaux, elle est importante, puisque c'est bien et la transition énergétique et la soutenabilité dont il est question. Je crois que donner à chacun la possibilité de comprendre les choses, c'est aussi un élément de la construction métropolitaine, parce que chacun finalement se voit mieux citoyen du projet métropolitain. Alors là, vous faites la transition vers Linky, parce que si j'ai bien compris aussi, Linky, ça a plusieurs vertus, mais dont celle d'inciter à la sobriété énergétique en comprenant ce qui se passe et où ça se passe. Je crois qu'avant de parler de Linky, il faut parler du numérique. Ça a été évoqué rapidement par Jean-Louis. Le numérique fait partie aujourd'hui du paysage normal qui nous environne, mais également pour Enedis, c'est un sujet extrêmement important. Nous avons, il y a 2 ans, nommé un Digital Chief Officer, c'était en 2004, pour justement se lancer dans le numérique, à la fois dans le cadre d'une mutation interne de nos agents, pour projeter l'ensemble de nos collaborateurs, il y en a 38 000 dans ce monde numérique, mais également pour examiner quels seront les besoins de demain du numérique à l'extérieur de l'entreprise. Et depuis 4 ans, nous menons un certain nombre d'expérimentations au travers de démonstrateurs qu'on appelle des smart grids, donc des systèmes électriques intelligents. Donc nous avons une 20aine de démonstrateurs, aujourd'hui France entière, dans lesquels nous expérimentons à la fois le soft et le hard, à la fois les matériels et les logiciels, pour traiter de manière différente toute cette intelligence de réseau qui va accueillir de plus en plus d'énergie renouvelable. Sachant vous avez quelques exemples de smart grids Alors dans les smart grids, il y en a de différentes natures qui ont été mises en place en fonction de la nature même des inputs sur le réseau, notamment par exemple si on prend le cas de 21 dans l'Aube avec un apport d'énergie d'origine éolienne très très important. Nice Grid est plutôt orienté autour de l'apport des énergies photovoltaïques, et près d'ici, à Issy-Moulineaux, en partenariat avec des grands groupes industriels dont les gens de Bouygues, les gens de Steria, Microsoft, Total, nous expérimentons un smart grid spécifique sur un quartier à la fois fait de tertiaire et de résidentiel, dans lequel nous testons
à la fois un peu de production photovoltaïque, de la recharge de bornes de véhicules électriques et également des batteries de deuxième vie sur lesquelles nous testons des modules de stockage d'énergie. Voilà, c'est à côté de nous. Et en fait, ces démonstrateurs préfigurent de ce que seront demain, la gestion de quartiers dans lequel vous avez à la fois des acteurs consommateurs et des acteurs producteurs de toute nature. Et donc ça veut dire que pour nous, il est important d'avoir les bons logiciels, d'avoir les bons équipements qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir. Et on voit bien que dans ce sujet-là, il y a une brique essentielle qui est la brique de la donnée. Donc la donnée, nous sommes déjà d'une certaine manière un opérateur de big data dans la mesure où nous avons mis de plus en plus de capteurs sur nos équipements de manière à être capable de prédire la durée de vie de ces équipements, mais également de voir la manière dont on peut réguler les charges. C'est principalement vrai pour la partie moyenne tension. Par contre, sur la partie basse tension, aujourd'hui, on n'avait pas le capteur qui allait bien. Il y a un des capteurs rêvés, c'est Linky. Linky, est un compteur communicant dont nous avons commencé le déploiement. Nous avons une première phase d'expérimentation il y a maintenant, c'était début des années 2010. Nous avons expérimenté 300 000 compteurs, 200 000 dans un monde urbain à Lyon et 100 000 dans un monde rural du côté de Tours. Et donc à partir de cette expérience sur 300 000 compteurs, nous avons engagé la généralisation qui a démarré en décembre de l'an dernier. Et nous avons à date installé 1 million de compteurs. Et donc notre feuille de route est d'en avoir mis 3 millions à début 2017, avec une cible d'en avoir installé 35 millions en 2021. Et pour la région Île-de-France, nous aurons 420 000 début de l'année prochaine. D'un mot, c'est l'effacement derrière. Le but, c'est inviter à l'effacement de consommation. Linky a plusieurs avantages. Il en a déjà un pour l'opérateur de réseau parce que nous aurons 35 millions de capteurs sur le réseau basse tension et ça nous permettra de mieux optimiser les flux d'électrons sur un réseau qu'on ne connaît pas très bien aujourd'hui. Et ça nous permettra également d'avoir une plus grande anticipation parce qu'on aura une information temps réel sur l'état du réseau. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Est-ce qu'il y a un problème? Donc un temps de réaction pour réparer le réseau, parce que le réseau est un objet qui bouge en permanence, pour pouvoir le réparer plus rapidement et surtout, en cible, d'être capable de mieux optimiser nos investissements. Pour le consommateur, effectivement, une information temps réel sur sa consommation. Il peut disposer déjà, s'il le souhaite, d'aller sur son site internet dans lequel on est capable de lui mettre à disposition dès maintenant, pour ceux qui ont Linky, les informations de sa consommation du jour précédent. Et donc, il peut aller consulter ses consommations et commencer à devenir acteur de sa propre consommation. Et derrière, bien évidemment, des données temps réel qui vont être communiquées au client lui-même, là je viens de l'évoquer, mais également pour le fournisseur d'énergie qui va pouvoir avoir une possibilité beaucoup plus importante autour des flexibilités, autour des effacements, mais ça c'est vraiment à la main des commercialisateurs d'énergie, puis également des données qui seront disponibles pour les collectivités locales dans le cadre, je dirais, de leurs actions dans lesquelles il y aura besoin de données. Et la donnée énergétique, nous pensons que c'est une donnée dont les collectivités locales doivent s'emparer. Et d'ores et déjà, on est embarqué dans un dispositif d'open data, donc de données ouvertes. Et depuis 2015, donc Enedis met à disposition de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les élus, mais également sur le site Etalab, des données open à disposition qui seront de plus en plus enrichies demain par les 35 millions de compteurs qui vont délivrer toutes les 30 minutes une data sur chacun des 35 millions de compteurs. Très bien. Avant de passer la parole à la salle, Jean-Louis Muscagori, le big data, le numérique, l'open data, ça représente quelle réalité au-delà de l'application dont vous nous avez parlé pour votre compagnie? Jean-Luc l'a dit, d'abord l'open data et le big data, c'est un des éléments c'est un support de l'intelligence des réseaux et donc on a la possibilité finalement avec la même infrastructure de développer plus de services et mieux de services et autour des réseaux intelligents, mais Jean-Luc l'a déjà dit. Après, je pense que aussi la donnée, c'est aussi le moyen d'échanger et de construire avec d'autres la ville intelligente. On a autour de l'utilisation des données qu'on publie, enfin RTE
comme Enedis a mis en place une plateforme de données ouvertes, c'est aussi pour nous la possibilité d'appeler les intelligences autour des startups, de nouvelles applications. Et je pense que ça aussi, c'est un des éléments de la mutation auquel nous devons faire face, c'est d'aller co-construire des projets. Alors il y a bien entendu les projets urbains qu'on a vus ce matin, mais aussi dans le cadre de la transition énergétique, dans le cadre de l'efficacité, des projets autour de la nouvelle économie des startups. Il faut savoir, là on est à Paris, que nous avons implanté autour du Nouma, donc dans le sentier, une équipe justement pour créer de la proximité avec les startups et puis développer des nouvelles applications au service de la transition énergétique, parce que le pari qu'on fait, c'est que ça va nous permettre à nous de gérer mieux la complexité. Merci infiniment. Y a-t-il des questions à ce stade, monsieur ? Oui, bonjour, Jean-Claude Diazo, j'avais 2 questions. On parle d'énergie, vous n'avez parlé que d'électricité, donc qu'en est-il de la chaleur et des réseaux de chaleur, hein, comment, en termes de mutualisation, est-ce qu'il y a des choses projetées pour le Grand Paris? Et vous avez évoqué rapidement, monsieur Achard, le stockage, donc je pense que c'est sur batterie. Est-ce que pour les horizons auxquels on travaille, c'est 2025-2030, l'hydrogène fait partie des vecteurs qui sont pris en compte? Vous précipitez pas. Bon, nous, notre métier à tous les deux, c'est la gestion de l'électron. Donc c'est notre spécialité et on fait tout pour faire en sorte que cette gestion-là s'adapte à la fois au quotidien, mais prépare l'avenir. Alors bien évidemment, cette gestion de l'électron, elle est aussi complémentaire de la gestion des calories. Et donc, quand on parle de projets smart grid, nous avons également un certain nombre d'expérimentations avec des réseaux de chaleur. Notamment, j'ai une expérimentation du côté de Descartes pour laquelle, effectivement, on regarde la complémentarité entre différents types de réseaux et quel type d'intelligence on pourrait mettre en place demain sur cette complémentarité de réseaux, sachant que les besoins respectifs de chaleur et d'électricité peuvent éventuellement se déconnecter et peuvent être asynchrones. Donc ça, c'est une piste effectivement sur laquelle on travaille, mais très franchement, notre spécialité, c'est quand même l'électron. Hein. Après, moi je pense qu'aujourd'hui, mais là aussi quand je disais qu'on se rapproche des smart